Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. En 1863, à Gettysburg, une petite ville de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, Abraham Lincoln prononçait ces mots devenus aujourd'hui célèbres. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Au Bénin, à quelques semaines de la présidentielle d'avril 2026, les interrogations sont nombreuses. Pour certains observateurs, l'issue du scrutin semble déjà tracée avec le duo Wadani-Talata. En face, le duo Humpé-Huanou, qui se réclame de l'opposition, peine encore à convaincre une partie de l'opinion. D'aucuns estiment qu'il ne dispose pas de la force nécessaire pour inverser le rapport de force aujourd'hui. D'autres, en revanche, voient en lui une possible alternative. Depuis le retrait du Parti Les Démocrates du jeu électoral, le débat sur la crédibilité, la compétitivité et l'enjeu réel de cette présidentielle reste entier. Alors, 2026 sera-t-elle une simple formalité ou un véritable moment de choix démocratique? C'est la grande question au cœur de votre émission Franc-Parler. Pour décrypter cette actualité, je reçois pour vous deux journalistes, également analystes politiques. Déjà, il y a l'un parmi eux que vous connaissez très bien, je veux nommer Francis Béo, et le second, Ok Richard, avec qui ensemble nous allons débattre de cette question. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue dans Franc-Parler. Merci. Dans quelques semaines, les élections présidentielles, effectivement, auront lieu. Et comme nous l'avons tout à l'heure annoncé, deux duos vont s'affronter. Le duo Wadani-Talata contre le duo Humpé-Huanou. Alors, la première question que je vais poser à mes invités, je vais l'adresser à Ok. Alors, dites-nous, peut-on parler d'une véritable élection compétitive pour cette élection à laquelle nous allons assister, ou bien l'issue, selon vous, est connue d'avance? Merci pour cette préoccupation. Je pense personnellement, avant d'être journaliste, mais je suis d'abord citoyen. C'est ça. Et le citoyen béninois que je suis doit aussi avoir un regard sur la chose politique. Parce que la politique, elle nous appartient, certes à des degrés différents, mais elle nous appartient à nous tous. Alors pour répondre à votre préoccupation, je voudrais dire qu'une élection présidentielle reste et demeure une élection présidentielle. Quel que soit l'enjeu, quelles que soient les forces en présence. Seulement au Bénin, pour le compte de avril 2026, les forces sont totalement déséquilibrées, à mon avis. Déséquilibrées en ce sens que nous avons un duo qui, pour moi, est archi favori. Il s'agit du duo Wadani-Talata et un duo que je ne sous-estime pas, mais qui se sous-estime lui-même, en ce sens que M. Humpé et son colistier n'ont forcément pas les mêmes chances, les mêmes forces sur la scène politique nationale. Vous savez très bien que nous sortons d'une élection législative et d'une élection communale. Les deux ont été jumelés et c'était une exclusivité lorsqu'on parle du système électoral béninois. C'était une première pour le Bénin. Une première pour le Bénin. Et cette élection nous a permis d'avoir une idée générale des forces en présence dans notre pays. Toutes choses étant égales par ailleurs, parce que les démocrates ne se retrouvaient pas dans la course pour les municipales. Mais les démocrates étaient bien alignés pour les législatives dans notre pays. Ça a permis aux analystes que nous sommes de faire une synthèse, une lecture globale et panoramique de ce qui se passe dans notre pays depuis quelques années. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'opposition dite modérée, incarnée par M. Paul Humpé, n'a pas séduit, n'a pas convaincu les Béninois. La preuve est que cette opposition n'a pas réussi à avoir ne serait-ce qu'une seule commune dans notre pays. Et cette même opposition n'a pas réussi à avoir le moins de députés dans les 24 circonscriptions électorales que compose ou que comporte notre pays. Au-delà de ça, on se rend compte que M. Humpé et son parti politique, les FCBE, ont connu un échec cuisant et retentissant. Sur cette base-là, on peut déjà commencer par faire une projection
sur avril 2026 pour dire que lorsque les mêmes personnes font les mêmes choses, on ne peut pas espérer des résultats différents. Parce que lorsque vous faites la même chose, de la même manière toutes les fois, il est illusoire de penser que vous allez obtenir des résultats différents. Donc pour moi, je pense que certes, il y a une élection. Certes, dans une élection, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, mais je pense que fondamentalement, les forces sont totalement déséquilibrées parce que le duo Wadayi-Talata est un duo qui est au centre de la gestion du pouvoir d'État depuis 10 ans dans notre pays. Et qui dit être au centre de la gestion du pouvoir d'État, c'est avoir des moyens. Et vous savez très bien que la politique sous nos cieux, c'est aussi les moyens et la logistique. Au-delà de cela, vous voyez que ce duo-là pourra bénéficier de l'apport, du soutien, de l'approbation de 77 maires à travers le pays, 209 députés dans le pays, de beaucoup de directeurs généraux de sociétés d'État, d'offices et d'entreprises, que sais-je encore, sans évoquer les hommes d'affaires qui, de part et d'autre, pourraient apporter leur soutien. Est-ce que M. Humpé Paul et son colistier pourraient avoir les mêmes apports, les mêmes soutiens? La réponse est non. La réponse est non, parce que vous ne pouvez pas être à la fois au four et au moulin. Et vous savez très bien que le système partisan ne permet pas aujourd'hui aux députés béninois de claquer la porte pour aller soutenir un candidat qui est présumé être adversaire. Et ça ne permet pas à un maire de se lever tout go parce qu'il est mécontent de tourner dos à sa formation politique pour aller travailler avec l'adversaire. L'un dans l'autre, on peut déduire que les forces en présence sont totalement déséquilibrées. Et M. Wadayi et la colistière Mariam Chabi Talata sont archi favoris pour le compte de cette élection. Est-ce que vous avez cette même analyse? Est-ce que le cheval de Humpé Huano est déjà un pied cassé, comme le pense Richard? Et je souscris à tout ce que mon confrère vient de dire. Et je dis, on va aux élections d'avril 2026 comme à un match de football où le PSG est opposé à la DFC. Carrément, ça. Non, mais quand même, attendez, vous n'allez pas. C'est deux mondes différents. Non, mais écoutez, le duo Humpé Huano, le parti FCBE, on peut dire que ce sont les, comment dirais-je, les critères d'éligibilité au niveau des élections législatives et communales qui ont joué en leur défaveur. On peut dire qu'ils ont une petite électorat qui est là, qui peut peut-être s'amplifier avec une bonne campagne. Non. Non, carrément. Il faut pas. Je pense que une organisation d'une élection présidentielle s'évalue à plus d'une dizaine de milliards. En effet. Je ne sais pas. On va me dire, pour conformisme et puis respect des tests de la République, il faut quand même organiser. Il faut y aller. Autrement, je dirais, je demanderais à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle de déclarer déjà gagnant le duo Wadayi et Talata pour qu'on passe à autre chose. Mais ce n'est pas possible, comme vous venez de le dire, ce n'est pas possible. Les règles constitutionnelles ne le permettent pas. Encore que dans cette architecture de campagne se trouve le président de la République, le président sortant, qui a fait des merveilles pour le Bénin. Je ne sais pas par quelle alchimie le duo Humpé Huano fera croire au peuple béninois, parce qu'ils n'ont rien géré. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils iront défendre le peuple béninois? Le test est là que les dernières élections, c'est pratiquement rien du tout. Hein? Ils n'ont pas de conseillers. Ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont ni pas de de députés. Qu'est-ce qu'ils iront vendre au peuple? Nous avons une assemblée entièrement constituée de députés de la mouvance
des conseils communaux entièrement mouvanciers, et puis le déséquilibre est net. Net. Ce n'est pas la faute du pouvoir en place, c'est la faute de ceux-là. Je veux parler des démocrates qui ont pensé qu'ils pouvaient passer par d'autres alchimies pour parvenir à leur fin, si on peut dire ça ainsi. Oui, à leur fin, à participer aux élections. Alors, je vais même demander sur ce que vous venez de dire, pour vous demander, est-ce que l'absence du Parti Les Démocrates aujourd'hui a rendu ce scrutin-là, je l'ai dit, a affaibli un peu le scrutin de présidentiel? De façon citoyenne, je dis oui. C'est ça. Je dis oui. On aurait pu avoir ce premier parti de l'opposition candidat aux élections présidentielles. Et le match allait être beau. Oui. Et au finish, les forces Kori pour un Bénin émergent pourraient se rallier aux démocrates. Et puis de l'autre côté, les deux autres partis pourraient se mettre ensemble et on va constater la concurrence démocratique au Bénin. Ici, on ne le lit pas. Moi, de mon point de vue journaliste, je dis déjà que le jeu est plié d'avance. Donc la concurrence sur le terrain ne se lira pas. Quel que soit celui qu'on prendrait du côté des démocrates, il n'aura pas moins de pourcentage que les forces Kori pour un Bénin émergent. Et ensemble, coalisés, ils pouvaient faire le jeu démocratique. Mais ici, c'est avec désolation que je constate le déséquilibre qui s'observe, et Paul Rompé à côté de Romuald Wadaï, même s'ils sont de la même région ethnique, je ne vois pas. Le plus fort, on le connaît déjà sur le terrain. Mariam Chabi Talata, à côté d'un Ouanou, il n'a rien géré, c'est un confrère à nous. Oui. Qu'est-ce qu'il peut aller vendre? Chabi Talata a fait le tour du monde en tant que vice-présidente de la République. Elle a des acquis. En effet. Et c'est une femme. Et s'il faut voter aujourd'hui un duo, les femmes porteraient toutes leurs voix, enfin presque toutes leurs voix, sur cette liste-là où il y a une femme. Et de l'autre côté, on n'a pas tenu compte de ce que la femme aujourd'hui prend de l'ascendance en République du Bénin, eu égard aux réformes initiées par le président Patrice Talon, où il faut absolument 24 députés femmes à l'Assemblée nationale. En composant ce duo-là, les FCBE pouvaient mettre une femme. Elle pourrait autrement engranger un certain nombre de suffrages. Effectivement, les voix féminines. Bon, donc, on n'a pas fait ça. Donc, l'éléphant à entendu est venu avec les pieds cassés. Déjà cassé. Et moi, je dis, on peut toujours économiser de l'argent pour son pays, mais organisons les élections. Déjà, la direction de campagne que vous voyez là fragilise complètement le parti FCBE, et je ne sais pas où ce parti va passer pour sortir une direction de campagne aussi costaud, aussi volumineux que ce que nous sommes en train de voir là depuis quelques heures, et qui, bon, parfois, pour certains, c'est une bonne composition, pour d'autres, c'est une composition qui ne fait pas l'unanimité. Nous allons en venir, c'est la question que je m'avais posée tout à l'heure. Oui. Permettez-moi de dire un mot après l'intervention de M. Béo, mon co-débatteur, pour dire qu'au-delà des analyses que nous faisons aujourd'hui, au-delà de la réalité des faits, réalité qui consiste à reconnaître que les forces sont totalement déséquilibrées, et nous l'avons tous reconnu et démontré sur ce plateau. Il faut dire que le duo Wadaï-Talata, malgré cela, ne devrait pas dormir sur ses lauriers. Ne devrait pas dormir sur ses lauriers parce qu'il est totalement déconseillé de vendre la peau du guépard avant de l'avoir tué. Quand je le dis, c'est parce qu'il y a eu des illustrations sur la scène politique en Afrique et à travers le monde. Des illustrations qui font que lorsque les sondages, de façon générale, vous mettent nettement en tête, il est quand même conseillé de mouiller le maillot sur le terrain, de travailler pour renforcer cet écart
cet élan, cette avance que vous avez sur l'adversaire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez conforter l'adversaire à peut-être contester plus tard ou à réduire l'écart. Et c'est dans la réduction de cet écart que d'autres problèmes naissent. C'est ça. Vous savez très bien que, quoi qu'il arrive, un régime ne peut pas partir sans faire des mécontentements. Il y a des mécontentements dans le pays. Et c'est un secret de Polichinelle, n'est-ce pas? Et ces mécontentements-là peuvent, d'une manière ou d'une autre, profiter à M. Paul Humpert et à son colistier. C'est pour cela que le régime en place, à travers le duo de la mouvance, doit capitaliser ses avantages en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de bilan à défendre depuis bientôt 10 ans à la tête du Bénin pour aller de l'avant et pour assurer une victoire nette, incontestable et implacable. Bien, alors, si pour vous, le duo Humpert-Huano n'est véritablement pas une équipe pour challenger l'équipe de la mouvance, alors qu'est-ce qui pourrait ébranler l'équipe de la mouvance à l'heure actuelle? Tenant compte du taux de participation lors des dernières élections, il faut améliorer le taux de participation. Et donc, il faut mettre des gens techniquement bien assis au niveau des circonscriptions électorales, au niveau de la direction de la campagne, pour que les gens sortent suffisamment pour aller voter. Autrement, dans notre pays, il n'y a pas un seuil de pourcentage qui valide une élection. Il n'y a pas un seuil, il n'y a pas un pourcentage où la Cour dira, parce que vous n'avez pas atteint, la Cour constitutionnelle bien sûr, parce que c'est elle qui valide les élections présidentielles, elle dira, parce que vous n'avez pas atteint ce seuil, votre élection est illégitime. Donc ça ne se dit pas. Et donc, pour l'améliorer, il faut des gens de terrain. Et donc, l'équipe qui est constituée là, je pense que c'est pour faire ce combat-là. C'est pour faire ce combat sur le terrain. Vous me permettez de dire un mot par rapport à l'intervention de Francis Béot lorsqu'il a évoqué le défi de la participation. Pour moi, c'est un défi. C'est un défi parce que depuis un moment, nous constatons que le taux de participation aux différentes élections dans notre pays, ce taux-là va décrescendo. Ce qui n'est pas très bien pour l'image de notre pays, ce qui n'est pas bien pour le label démocratique béninois. Alors, pour la dernière élection, nous avons oscillé entre 36 et 37%. Qui nous dit que d'ici un mois et demi, c'est-à-dire le 12 avril prochain, le taux de participation ne va pas monter jusqu'à 50%, jusqu'à 48%, peut-être même au-delà de 50%. Est-ce que nous avons un instrument pour jauger, pour mesurer, pour dire sur ce plateau que les près de 70%, enfin un peu moins de 70% qui n'ont pas choisi d'aller aux urnes pour la dernière élection ne feront pas ce devoir citoyen-là pour la prochaine élection. Si ces compatriotes-là faisaient ce choix d'aller voter, comme moi personnellement je le souhaite, parce que c'est le bon citoyen doit aller voter, n'est-ce pas? Quel que soit son ressenti, quel que soit son état d'âme. D'accord? Dans l'isoloir, il fera ce que son cœur lui demande de faire, n'est-ce pas? Mais si les Béninois sortent massivement pour aller voter, étant entendu que dans la stratégie géopolitique de notre pays, lorsque les gens généralement refusent de faire ce pas-là, sur 10 personnes qui se refusent d'aller voter, généralement, je dis bien généralement, il y a plus de mécontents par rapport au régime en face que de contents. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que parmi les Béninois qui ont fait l'option de ne pas aller aux urnes, il y a certainement des milliers qui se sont sentis soit découragés du fait que leur formation politique, et je pense à la formation politique les démocrates, n'ont pas pu valider leur dossier pour le compte de cette élection. Et ce découragement-là peut faire que des gens n'aillent pas voter. Si toutes ces personnes-là choisissent d'aller faire ce vote-là, d'aller exprimer dans les urnes leur mécontentement dans un mois et demi,
pour qui ils vont voter entre les deux duos? Mon analyse me permet de dire qu'ils pourraient faire le choix du duo Paul Houmpoué-Ngouanou pour manifester peut-être leur mécontentement. On ne fait que des analyses, n'est-ce pas? Ce n'est pas une science exacte. Mais au regard de cela, si de l'autre côté, on dort, comme je viens de le dire, sur ces lauriers, on risque d'avoir un résultat qui n'est forcément pas celui escompté, qui n'est forcément pas ce que l'opinion publique nationale et peut-être internationale est en train de dire et de manifester depuis quelques moments. Richard, il a quelque part raison, mais quand on analyse en couple, hein, on dit si le soir doit être bon là, C'est le matin, on le sent. Et qui est à la manette, c'est la femme qui fait tout pour que la nuit soit bonne. Depuis longtemps, FCBE et démocrates, c'est la division. Ils n'ont pas eu le temps nécessaire de se mettre ensemble. Les dernières élections législatives ont vu partir des députés démocrates vers la mouvance. Et les 6 qui sont partis sont députés. Bientôt, hein, les gens, pas des moindres, feront leur déclaration pour quitter les démocrates pour la rejoindre mouvance. la mouvance, effectivement. Ce n'est pas qu'ils quittent seuls, ils quittent avec leurs militants. C'est pourquoi je dis un peu, même si les FCBE, enfin le parti FCBE doit à un moment donné espérer quelque chose, c'est qu'on n'a pas préparé ça. Ce n'est pas ce coup C'est un coup de tête, que ça pourrait arriver. qu'on va voter pour quelqu'un ou pour... Non, il n'y a pas eu un travail. Il n'y a pas eu un préalable Un travail en amont pour qu'on puisse dire, si vous n'arrivez pas, le président du Parti démocrate donne les consignes. Si nous ne sommes pas candidats, nous sommes éliminés. Et si vous n'arrivez pas à voter pour nous, votez plutôt pour la force Kori, pour un Bénin émergent. Il n'y a pas eu ce terrain d'entente-là. Et aucun ancien député n'a encore démissionné pour rejoindre les forces Kori, enfin force Kori pour un Bénin émergent. Donc, là, j'équilibre un peu la chose pour dire... En effet. Est-ce qu'il est trop tard pour bien faire, selon vous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 1 mois et demi, les lits pourraient bouger pour que les responsables du parti, les démocrates, par exemple, choisissent de taire leur querelle avec leurs frères d'âme des FCBE pour trouver un terrain d'entente? Ce n'est pas exclu en politique chez nous. Ce n'est pas exclu en politique chez nous. N'oubliez pas un paramètre qui est très important, qui est celui de ce que cette élection peut se transformer en un référendum. Oui. Le référendum, oui. Le grand A pour la continuité, oui. Et le B pour rompre la rupture. La rupture. Voici le schéma qui pourrait se dessiner. Donc, je ne pense pas que M. Paul Houmpoué, je l'ai reconnu, les forces sont déséquilibrées, je ne pense pas qu'il aille à cette élection en victime expiatoire. Il est possible, même si c'est à un faible degré, 2-3%, il est possible qu'il puisse créer la surprise en ayant, pas pour renverser la tendance, hein, c'est pas ce que je dis, mais en ayant un score largement au-delà de ce qu'on pense. Non, là où je félicite le président Paul Houmpoué, c'est le secrétaire exécutif national, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais. Et donc, je le félicite parce qu'il n'a pas jeté l'éponge, malgré tout ce qu'on est en train de dire là. Il veut aller loin, il veut constater, il veut participer à une d'ailleurs, élection récemment, même, il a fait une sortie sur une télévision américaine où il a fustigé certains aspects de la gouvernance actuelle. Absolument. Et bon, donc, pour démontrer qu'il est effectivement de l'opposition. Il joue son rôle. Pour ceux qui pensent qu'il est un appendice de l'opposition, ou il est un ministère, un appendice, pardon, de la mouvance, où il est un 25e ou quel énième ministère de la rupture. Non, il est sorti là, il a dénoncé beaucoup de choses liées encore à l'organisation des dernières élections. Et là, je félicite son courage. Mais je dis avec désolation que c'est pas évident. C'est pas évident que le combat véritable ait lieu. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, les choses commencent par se préciser. L'équipe de campagne de la mouvance
est déjà connu, mais le paradoxe est qu'il y a certaines pointues qui ne se sont pas retrouvées dans cette équipe de campagne-là. Je veux nommer déjà par exemple le ministre Samoa Dambi, qu'on n'a pas retrouvé dans les personnalités qui vont plutôt jouer un rôle important dans comment dirais-je, la conduite de la campagne. Il y a le ministre Rachid Bemassi également, il y a aussi l'honorable Charles Tokor, il y a le général Bian et bien d'autres pointus de la mouvance qu'on n'a pas retrouvés sur cette liste-là. Alors, quelle lecture faites-vous de cela? Pourtant, ces personnalités sont des pointus quand même. Quand je prends la 8e, par exemple, c'est de grandes personnes c'est des personnalités très connues qui pourraient quand même faire jouer un rôle, j'allais dire. Alors, ok, que pensez-vous de cette situation-là? Cette situation est une situation un peu étrange. Étrange en ce sens que lorsque vous regardez un peu l'establishment de la politique nationale est en recomposition en fait. Il y a eu un dosage. Mais dans ce dosage, il y a eu des personnalités qui étaient totalement impliquées dans la chose politique, dans leurs différentes circonscriptions électorales, qui ont été laissées en rade. Je ne sais pas si c'est fait à dessein ou si c'est une stratégie pour voir d'abord venir la liste de l'adversaire afin d'arrondir les angles. Il faut que le jeune apprenne aux côtés de l'ancien, jour après jour, semaine après semaine. Comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Qu'on tisse la nouvelle. Maintenant, on peut polémiquer sur l'ancienne code. Mais de toute façon, l'ancienne code est expérimentée. Elle a vécu beaucoup de choses que le jeune n'a pas vécu. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est un très mauvais casting. Un très mauvais casting parce que quand vous venez dans la 8e circonscription électorale aujourd'hui, ceux que j'ai vu positionner, si on leur confie exclusivement, essentiellement la campagne du duo Wadaï-Talata, je crains. Je crains parce que ils n'ont pas forcément la même mise sur l'électorat dans cette circonscription électorale. Pourquoi ne pas faire un savant dosage entre les nouveaux et les anciens pour leur permettre aussi d'apprendre aux côtés des aînés et puis de partir maintenant en trombe? Okay. Je pense que c'est la meilleure option. Alors, Béo, est-ce que pour vous, ce n'est peut-être pas parce que, bon, on s'est dit, alors nous allons injecter, comme il a dit, un sang neuf dans la politique. Alors, puisque c'est le cas, les anciens, déjà, on peut peut-être les mettre à l'écart pour que les jeunes aussi puissent se faire la main et comment dirais-je, s'installer progressivement pour occuper le terrain comme les anciens l'ont fait. Et ce n'est pas à cette fin-là que ces anciens, bon, quand je dis ces anciens, ces acteurs politiques-là ont été plus ou moins écartés un peu du système. S'il fallait éjecter du sang neuf dans la politique au Bénin, ce n'est pas Romuald Wadaï qui sera le candidat de Patrice Talon. Parce qu'il est resté là. Il a vu faire. Patrice Talon devrait aller chercher loin pour amener un candidat qu'on ne connaît pas. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il a pris quelqu'un qui était là avec lui depuis pratiquement 10 ans. 10 ans. Puisque nous sommes dans la 8e circonscription électorale et en introduisant ce sujet, vous avez parlé de Charles Tokor, Rachid Badamassi, Samou Seydou Adambi, oui. Et vous êtes allé dans la 7e pour parler du général. Oui. Bien, j'ajoute dans l'autre circonscription notre confrère Malik Gomina. Malik Gomina, effectivement, dans la 13e. Dans la 13e. Nulle part, il n'a même pas été candidat aux législatives, encore moins au communal, mais il est nulle part. Alors que pour les élections présidentielles, les dernières, il était dans le caridas de la presse pour organiser ces élections-là. Et je me joins à Richard pour dire il y a des erreurs qu'on ne commet pas. C'est ça. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. La 8e circonscription électorale est une circonscription un peu sensible. C'est la commune d'expérimentation, enfin, la circonscription d'expérimentation de la démocratie même au Bénin. Quand vous prenez ces 3 leaders-là,
on ne peut pas comprendre que des 3 personnes ne se retrouvent Oui. dans la direction de campagne du candidat, encore que c'est à Parakou que le duo candidat a été investi. Investi. Et ces 3-là, on a vu leur combat pour que tout se soit passé dans les normes. À l'égard de cette situation qui se dessine, est-ce que ces frustrations-là, qui pourraient naître, ne vont peut-être pas agir sur ce que nous venons tout à l'heure d'aborder, sur les élections, pour qu'il y ait davantage d'abstention lors de ces élections présidentielles-là? Et Richard l'a souligné tout à l'heure, si on ne fait rien pour que le taux de participation, les 37%, soit amélioré, on va vers une cassure, même si, je l'ai dit, la Cour constitutionnelle ne tient pas compte du taux de participation pour valider une élection, mais on aura constaté la crédibilité de ce duo de candidats pour se dire, bon, on a voté, oui, mais c'est 10% seulement que vous avez eu, 20% que vous avez eu pour être là où vous êtes. C'est pas crédible. Devant le partenaire, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut corriger. Le pouvoir qui va s'installer n'est pas un pouvoir, n'est pas légitime, puisque Voilà. C'est le nombre de participants à cette élection qui légitime le pouvoir. On a vu des experts qui sont passés, hein, Oui. l'ancienne présidente de Centrafrique ou quelque chose, qui a parlé Madame Panza, au nom du NDI. le National Democratic Institute, Qui a dit beaucoup de choses. Absolument. Qui a dit beaucoup de choses. Si on ne corrige pas vite, en associant certaines personnes, certains leaders religieux, certains partenaires pour corriger et aller vers les primo-votants pour leur expliquer ce que c'est que aller voter pour une élection présidentielle avec cette frustration-là. Imaginez que Badamassi croise les bras. Imaginez que Adambi croise les bras. Imaginez que le général croise les bras. Le général bien entendu. Hein. Imaginez que Gomina Mali croise les bras. Imaginez que Charles Toko croise les bras. Et on va dire, ils n'ont qu'à faire, je vais voir. Même il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui, beaucoup. C'est juste une illustration. J'allais même vous demander, est-ce que ceux-là, bon, ce n'est pas pour les minimiser, mais est-ce que ceux-là qui ont été positionnés dans cette équipe de campagne aujourd'hui ont assez de légitimité, c'est-à-dire ont assez de poids politique dans les circonscriptions pour aller mobiliser les militants pour aller voter lors des élections ou pour choisir le candidat qu'ils désirent? Ils ont été positionnés par leur parti politique. Quand vous voyez un peu la composition, c'est un de l'UPR, un du BR. C'est comme cela que ça a été composé. Donc, si le parti mise sur eux pour aller vers les militants et leur parler, ça veut dire qu'ils ont une certaine légitimité. Mais au-delà de leur légitimité personnelle, il y a une autre légitimité. Il y a l'ancienneté qui compte. Adambi, Samou Seydou, c'est un habitué des courses électorales. Rachid Badamassi, pas moins. N'en parlons plus. Oui, et donc Charles Toko, encore plus. Et puis d'autres de ce parti-là, comme du parti... Même le général Bouya aussi, dans la 7e, nous l'avons suivi lors de la campagne, je vous assure, il était au fouet au moulin, voilà. Et il a encore un poids politique. On va éviter un peu les frustrations parce que nous sommes dans deux circonscriptions électorales sensibles, la 7e, la 8e, et il va falloir que on tienne compte de certains anciens pour étoffer les listes à l'avenir. Peut-être que certaines choses leur seront confiées et ce que nous disons là... j'allais demander, mais alors, selon vous, de votre analyse, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait être fait normalement pour que ce que nous venons d'évoquer, cette situation que nous craignons n'arrive? Qu'est-ce que l'équipe de campagne ou le gouvernement en place pourrait faire pour essayer de juguler cette sensation de frustration qui pourrait naître de cette situation-là? Alors, à mon avis, il faut faire deux choses. La première, c'est d'appeler toutes les personnalités qui n'ont pas pu retrouver leur nom sur cette équipe de campagne pour échanger avec eux. Échanger avec eux pour expliquer les mobiles, les vraies raisons, j'allais dire, de cette éjection, pour paraphraser le doyen Béo.
expliquer et montrer en fait la pertinence de ce choix. Puis après, faire en sorte que ceux qui ont été responsabilisés ne pensent pas que cette responsabilité-là fait d'eux des dieux dans la circonscription électorale. Parce qu'en réalité, il ne faut pas perdre de vue que même si pour ce casting-là qui a été fait, vous avez été choisi, ce n'est pas forcément parce que vous êtes le meilleur. Il y a ce qu'on appelle en politique les impondérables, les imprévus, les indécis. Des choses qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance, n'est-ce pas? Mais lorsque ça arrive, il faut gérer cela avec tact, avec doigté et avec intelligence. Donc, il faut que les personnes qui ont été retenues, ce n'est pas forcément les faire remplacer. Parce que les faire remplacer, c'est créer encore d'autres frustrations. C'est ça. D'accord? Oui. Mais les faire asseoir pour leur montrer qu'en réalité, l'objectif est commun, la vision est commune, et si ils réussissent à travailler de commun accord, l'objectif sera atteint. C'est lorsqu'on a une victoire qu'on partage des postes politiques et tout le reste. Mais lorsque vous perdez, vous partagez quoi? Rien. Vous partagez la défaite. La défaite. Alors, pour ne pas aller vers ce chemin-là, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces personnalités-là qu'on a citées, avec leur présence sur le terrain, le taux de participation n'est pas élevé. C'est ça. Maintenant, si elles ne sont pas sur le terrain, imaginez un peu ce que ça peut donner. Donc, et moi, personnellement, j'ai constaté que le phénomène est criard au niveau du bloc républicain. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est vrai, ça se retrouve également au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, mais à une propension un peu réduite. Donc, je pense, au-delà de tout, on doit pouvoir harmoniser les points de vue, essayer de conjuguer les efforts, leur donner, même si ce n'est pas de façon officielle, des responsabilités. On est d'accord? Donc, je ne suis pas forcément inscrit sur la liste qui a été publiée, mais je joue un rôle nodal, un rôle important dans la circonscription. Mais ça, ce sont ces personnalités-là qui doivent le savoir. Voilà, donc je pense qu'on peut gérer comme ça. Ceux-là qui ont été positionnés vont s'associer à ceux-là, mais et travailler de concert pour que le... Absolument, absolument. Est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager le fait qu'il se peut que ce soit le patron lui-même, le boss lui-même, qui pourrait, bon, en griffe, hein, c'est une supposition, qui a décidé peut-être à demander à ces personnalités-là de peut-être laisser la place aux jeunes. Et si c'était le cas? Non, mais à quel jeune? Laisser la place à quel jeune? À quel jeune? Ici, si ils doivent laisser... Pourquoi c'est eux qui doivent laisser la place aux jeunes? Abdoulaye Biodjane, il n'est pas jeune. En effet. Il est là. Janvier Yawédéou. Dakwe Soso a été tête de liste encore. Oui. Il a plus de 70 ans. De quel jeune il s'agit? Non, il n'y a pas de jeune. Quand vous prenez la 19e, l'expert, comment je vais dire? Le transfuge. Mais il est dans la... Monsieur Sodjunou oui, il est dans la... est positionné. Oui, dans sa circonscription électorale comme... Oui, alors que c'est un ouvrier de la 27e heure. Oui, effectivement. Je n'ai pas dit 25, 27e heure. Récemment, oui. Dans le starting block de la mouvance. Et il se trouve déjà positionné sur alors qu'un Charles Toko faisait ce combat-là pour Patrice Talon depuis 10 ans. Non, plus de 10 ans. Bon, c'est-à-dire depuis qu'il était en exil. Hein? Donc voilà. C'est quand on tient compte de tout ça, qu'est-ce qui a pu faire partie ces trois-là? Non, c'est pas les jeunes. Non, il y a autre chose. Parce que dans cette équipe-là, les Hassan Sebou ne sont pas aussi jeunes que... Non, en effet. Et pourtant, Hassan Sebou est directeur de campagne. National. Directeur national de campagne. Si nous prenons un peu la 8e circonscription. Oui. Alors, vous savez que lors des législatives, c'est vrai, on a quand même senti un peu l'avancée, c'est-à-dire la présence importante de l'opposition lors des élections. Alors, est-ce que cela n'a peut-être pas joué sur la situation où on s'est dit, écoutez, malgré l'action de ces trois personnalités que nous venons de citer là, dans la 8e circonscription, ils ne sont pas arrivés à quand même, c'est-à-dire élever la barre haute, à arracher un peu cette circonscription-là des mains de l'opposition. Est-ce que cela n'a pas joué? Bon, et les gens se sont dit, écoutez, bon, en fin de compte, ils n'ont pas fait leur travail, donc essayons d'autres personnes pour voir. Non. La commune de Tchaourou,
la commune de Tchaourou, là, Oui, a voté la rupture. en effet. Les démocrates n'ont pas eu gain de cause Mais à à ce moment-là. Tchaourou. Pourtant, Tchaourou, c'est la commune natale du président du parti Les Démocrates. Oui, Tchaourou, c'est dans la 8e. en effet. Qui de Tchaourou est dans cette équipe-là? Donc, c'est ce combat-là qu'il faut reconnaître à la 8e. C'est ce combat-là. Je ne dis pas que les deux qui sont choisis sont des incapables. Non, je ne le dis pas. Mais je dis, il y a des gens qui ont préparé le terrain. Le terrain. Si c'est par chance qu'on a eu un député en 2023 au nom de Samou Seydou Adamboui qui a cédé sa place à Charles Tokor. Absolument. Sinon, c'était l'échec cuisant. Ce n'est pas Balamassi qui a démérité. Non. Ce n'est pas Dambi qui a démérité. Ce n'est pas Charles qui a démérité. C'est la chicotte de Patrice Talon qui a permis de frapper ceux-là parce qu'ils n'ont jamais échoué à une élection. En effet. Donc aujourd'hui, qu'on fasse ce choix-là de former une équipe de campagne et laisser en rade ces personnes-là. Je l'ai dit, vous avez vu le combat de Samou Seydou Adambi lors de l'investiture. Il faisait pitié, sous la pluie, sous le soleil. Effectivement, il était là. C'est vrai, il était là. Bon, on vous a investi. Et figurez-vous que d'une équipe de campagne sort toujours un premier gouvernement. C'est ça. La composition du premier gouvernement sort toujours d'une équipe nationale de campagne. Bon, ça veut dire que quand on va constater que le premier gouvernement ne prend pas en compte ces trois-là, ça veut dire qu'est-ce qu'il cherche en politique? Maintenant, on me fait signe déjà que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le temps est parti. Une parenthèse, un petit mot pour dire que le vin est déjà pratiquement tiré. Maintenant, on peut demander au Vénard de Parakou, celui qui a eu cette opportunité-là de figurer sur la liste, en l'occurrence l'honorable Sessi. Oui. Et aussi Francis Kotobouyan. Non, oui. Je parle surtout de Parakou. De Parakou. Oui. Ils doivent faire le dos rond, prendre la responsabilité avec humilité et modestie. C'est ça. Et faire en sorte que eux aussi, parce que M. Sidi est resté longtemps à Parakou, il connaît la force de frappe des acteurs politiques de la 8e. Il ne s'agit pas du combat de l'Union progressiste contre le BR. Il s'agit de faire gagner la mouvance. Il doit donc savoir les démarches. Je suis sur un plateau de télévision. Il ne me revient pas de lui dire exactement ce qu'il doit faire, mais il le sait avec son humilité légendaire. Il sait ce qu'il doit faire pour que ses amis, ses aînés, ses camarades et ses compatriotes-là puissent l'accompagner dans ce combat-là afin que la victoire soit du côté de leur formation politique. Bien, mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir totalement élucidé cette question. Elle reste ouverte. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je vais accorder un tour de parole à mes invités pour que chacun puisse dire le mot de la fin afin que nous puissions clore cet entretien. Alors, je donne la parole à Francis Béo. Alors, quel est votre mot de la fin si nous devons clôturer ce débat? Non, c'est de vous remercier et de remercier nos internautes et puis tous ceux qui nous suivent et quand nous sommes là. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas la prétention, nous n'avons pas la science infuse. Nous avons analysé. Peut-être que sur l'actualité politique, les décideurs politiques ont des avis contraires à ce que nous avons dit, mais nous n'avons que poser des jalons de nos analyses. Et puis, puisque les analyses sont libres, les faits sont là, c'est le commentaire qui est libre. Et c'est ce que nous avons fait. S'il y a des choses que nous n'avons pas réussi à mettre dans leur cadre, bon, ce sont des analyses. Ce sont des analyses. Bien sûr, ça, c'est des analyses. Oui. Effectivement. Alors, décidément, je ne sais pas pourquoi Marcel met tout le temps à la bouche. Richard, on va le baptiser. Oui, Marcel, en attendant de faire ce baptême-là, permettez-moi de remercier BLTV pour nous avoir permis cet après-midi d'échanger sans langue de bois et en toute liberté. Ça participe aussi de la dynamique de la presse locale et de la démocratie de façon générale de notre pays. Je voudrais souhaiter que cet exercice-là se multiplie davantage afin que les hommes de la presse que nous sommes, nous puissions opiner sur les sujets d'actualité et pourquoi pas susciter la réflexion et l'émulation au sein de la communauté nationale. Je vous remercie.
Merci, chers invités. Merci d'avoir participé à cet entretien, à ce décryptage. Et grâce à vous, nous avons essayé un peu de retourner cette question-là qui, c'est clair, alimente déjà les réseaux sociaux, j'allais dire. Je dis merci également à nos techniciens qui nous ont permis de fêter cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager cette émission. C'est votre émission. Restez câblés sur BLTV. Nous avons encore beaucoup à vous donner. Nous sommes là pour vous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.